Aujourd'hui, on va voir comment choisir tes charges pour prendre du muscle le plus efficacement possible et comment les cycler dans le temps pour réussir à progresser sans stagner, quel que soit ton niveau d'expérience, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé. Salut, ici Nico et bienvenue dans mon guide sur les charges en musculation où concrètement je vais répondre à deux questions, à savoir comment choisir ces charges pour prendre du muscle le plus efficacement possible, quel que soit ton niveau, de débutant à avancé, et ensuite comment faire pour faire évoluer cette charge, comment cycler tes charges au fil du temps, créer une surcharge progressive pour réussir à maintenir cette progression. Donc je vais aller voir exactement ce que dit la science à ce sujet-là et concrètement comment faire toi dans la pratique pour mettre tout ça en place. Donc on va répondre aux questions de savoir est-ce qu'il vaut mieux s'entraîner lourd ou léger, est-ce que à des moments c'est intéressant de faire de la force ou de l'endurance pour prendre du muscle, comment ensuite augmenter progressivement l'intensité avec cette charge pour forcer ton corps à continuer à construire du muscle sur le long terme, parce que si tu utilises toujours les mêmes charges, au bout d'un moment ton corps va s'y adapter, ce sera plus aussi efficace pour prendre du muscle, et à plus long terme comment cycler ces charges quand tu commences à être quelqu'un de plus avancé pour réussir à maintenir cette prise de muscle le plus efficacement possible. Mais avant de se lancer, je voulais déjà vous remercier parce que cette vidéo, elle est issue des questions que vous m'avez envoyées par mail. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo où je vous avais demandé de m'envoyer les questions que vous vouliez me poser. Et c'est suite à tous ces mails que j'ai reçus que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que cette question des charges, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Avec par exemple Loïc qui me demandait comment créer une surcharge progressive et mettre en place une périodisation, donc ces cycles sur la charge. Donc merci à vous tous pour toutes vos questions. Dans les vidéos qui suivent, je vais continuer d'essayer de répondre à celles que j'ai pas encore traitées. Là, je commence tout juste à attaquer ce travail et j'espère que ces vidéos, elles vous plairont. Donc c'est parti, on va se lancer dans le cœur du sujet. Et cette vidéo, j'ai découpé en deux grandes phases. Une phase qui est consacrée au fait de choisir sa charge pour la prise de muscle. On va voir exactement ce que dit la science à ce sujet et comment mettre ça en pratique en fonction de ton niveau d'expérience, que tu sois débutant ou avancé. Puis ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra comment faire évoluer cette charge, comment créer une surcharge, faire des cycles pour réussir à maintenir ta prise de muscle le plus efficacement possible. Et on va commencer par voir qu'est-ce qui va faire qu'une charge va être appropriée pour construire du muscle, quels vont être les critères importants. Et en fait, pour stimuler la prise de muscle efficacement, une bonne charge, elle doit permettre deux choses. Elle doit permettre d'avoir suffisamment de tension mécanique, c'est-à-dire le fait de mettre un muscle sous tension avec une charge assez lourde et de l'étirer et de le contracter sous cette tension, ça va en soi entraîner la prise de muscle, mais aussi de permettre de faire suffisamment de répétitions pour avoir un volume d'entraînement, c'est-à-dire une quantité d'entraînement au total qui soit suffisante sur l'ensemble de tes sessions, si sur l'ensemble de la semaine. Souvent on parle de ce volume sous la forme de tonnage, ça veut dire le nombre de répétitions multiplié par la charge utilisée multiplié par le nombre de séries. Et tout ça, c'était mis en avant notamment dans une étude de 2010 de Schoenfeld qui a fait le tour de la littérature sur les mécanismes qui permettent la prise de muscle et qui mettait entre autres en avant ce principe de la tension mécanique comme étant un des facteurs les plus importants, mais aussi le fait que le volume d'entraînement qui était quelque chose d'essentiel. Et dans l'idéal, il faudra choisir une charge qui permet de maximiser ces deux facteurs pour construire du muscle le plus efficacement possible. Aussi, dans cet article, il évoque ce qu'on appelle le stress métabolique, c'est-à-dire le fait d'accumuler des métabolites, des ions H+, de l'acide lactique dans le muscle suite aux contractions répétées du muscle, qui est donc plus lié au fait d'avoir un grand nombre de répétitions plutôt qu'avoir une charge lourde. Donc a priori, c'est quelque chose qui aura plus d'impact sur la prise de muscle quand on utilise des charges plus légères mais qu'on fait plus de répétitions, même si de plus en plus la science a tendance à mettre l'accent plus sur le côté tension mécanique que ce stress métabolique. Donc pour simplifier, ce qu'il faudra avant tout maximiser avec cette charge, ce sera en général plutôt la tension mécanique, plus secondairement le stress métabolique et surtout avoir quelque chose qui nous permet de nous entraîner avec un volume d'entraînement, une quantité d'entraînement suffisante sur l'ensemble de la semaine pour prendre ce muscle. Alors concrètement, comment ça va se passer dans la pratique? Et bien en fait, quand on regarde la science, on se rend compte que ce sera possible de construire efficacement du muscle aussi bien en utilisant des charges plutôt lourdes que des charges plutôt légères à partir du moment où on se rapproche suffisamment de ce qu'on appelle l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est le moment où sur un exercice donné, pour une certaine charge, on sera plus capable de réaliser de répétitions. Donc par exemple, peut-être que sur un curl à 20 kg, au bout de 12-13 répétitions, tu seras plus capable de lever ta barre et ce sera le moment où tu auras atteint cet échec musculaire. Et du coup, quand on regarde la science,
on se rend compte que l'on utilise des charges plutôt lourdes ou plutôt légères, à partir du moment où on va jusqu'à cet échec, a priori, on a à peu près la même quantité de muscle qui sera construit. Et il y a entre autres une étude de 2017 qui a mis ça en avant, qui est une méta-analyse, encore une fois, de Schoenfeld, qui a montré que sur 21 études, le fait de s'entraîner avec une charge qui correspondait à plus de 60% du RM, c'est-à-dire plus de 60% de la charge maximale qu'on peut déplacer sur une seule répétition, donc ce qui correspondrait à peu près à une charge avec laquelle on peut faire 20 répétitions maximales, et bien à partir du moment où on va jusqu'à l'échec musculaire, qu'on utilise une charge plus lourde que ça ou une charge moins lourde que ça, on aura à peu près la même construction musculaire. Donc ça veut dire que si tu fais des séries à l'échec musculaire de plus de 20 répétitions, par exemple 25 répétitions, ou à l'inverse des séries seulement de 12 répétitions jusqu'à l'échec musculaire, tant que tu arrives à cet échec, tu auras à peu près la même prise de muscle. Par contre, pour la force, c'est un petit peu différent parce que les groupes qui utilisaient des charges plus lourdes avaient tendance à construire sensiblement plus de force que les groupes qui utilisaient des charges plus légères. Mais il y a aussi d'autres études qui ont un peu nuancé ce résultat, cette idée qu'il suffit d'aller à l'échec musculaire pour maximiser la prise de muscle, parce qu'en fait, ça c'est vrai qu'à partir d'une certaine charge minimale. Et ça c'est ressorti entre autres dans une étude de 2018 de Lasvicius, qui a comparé l'impact sur la force et la prise de muscle du fait d'utiliser des charges plus ou moins lourdes, avec des charges autour de 20% du RM, avec lesquelles on pourrait peut-être faire 40 à 50 répétitions, des charges de 40% du RM, qui correspondraient en gros à une charge avec laquelle on pourrait faire peut-être 30 répétitions, une charge de 60% du RM, donc une charge avec laquelle on pourrait faire 20 répétitions, et une charge de 80% du RM, donc avec laquelle on pourrait faire peut-être entre 8 et 12 répétitions en fonction des groupes musculaires et des pratiquants. Et en utilisant ce type de charge à l'échec et en faisant en sorte d'avoir à peu près le même volume d'entraînement entre les différents groupes, ce qui est ressorti au bout des 12 semaines, c'est que la prise de muscle, elle était à peu près équivalente dans tous les groupes, sauf pour le groupe qui va utiliser 20% du RM. Donc dans ce cas de figure, il semble bien qu'utiliser une charge trop légère avec laquelle on peut faire plus de 40 répétitions, ce ne sera pas une bonne façon de construire du muscle, même en allant à l'échec musculaire. Mais il y a d'autres études qui ont montré qu'avec une charge qui correspond à 30% du RM, c'est-à-dire avec laquelle on peut faire jusqu'à 30-35 répétitions, et pour le coup, on arrivait à construire du muscle aussi efficacement qu'avec des charges plus lourdes. Et ça a été aussi mis en avant par Schoenfeld en 2015, avec cette fois 18 hommes expérimentés qui ont été divisés entre deux groupes, soit des personnes qui s'entraînaient en faisant des séries à l'échec de 8 à 12 répétitions, soit un groupe qui s'entraînait en faisant des séries à l'échec de 25 à 35 répétitions, donc proche de ces 30% du RM. Et après 2 mois d'entraînement, la prise de muscle était similaire dans les deux groupes, avec cependant le groupe qui utilisait des charges plus lourdes qui avait développé plus de force, et en termes d'endurance musculaire, le groupe qui avait fait plus de répétitions avait réussi à plus développer cette endurance. Mais à l'inverse, ce sera aussi possible de construire du muscle efficacement avec des charges relativement lourdes, où là encore, dans une étude de 2017, Schoenfeld a montré que faire des séries de 3 répétitions à l'échec, c'était aussi efficace que faire des séries de 10 répétitions à l'échec pour réussir à construire du muscle à partir du moment où on faisait en sorte d'avoir le même volume d'entraînement au total. C'est-à-dire que les personnes qui faisaient seulement 3 répétitions, ils faisaient beaucoup plus de séries que les personnes qui faisaient 10 répétitions. Mais la limitation que ça, c'est que les personnes qui utilisaient des charges très lourdes pour peu de répétitions, ils avaient aussi des séances beaucoup plus longues, parce que non seulement il fallait faire plus de séries, mais en plus, les temps de repos entre les séries étaient beaucoup plus longs. Donc ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est qu'a priori, ce sera tout à fait possible de construire du muscle avec des charges lourdes comme des charges légères, à partir du moment où on va jusqu'à l'échec musculaire et à partir du moment où on s'assure d'avoir un volume d'entraînement suffisant. Donc que l'on fasse des séries de 3 à 35 répétitions, à partir du moment où on va jusqu'à cet échec et qu'on a ce volume d'entraînement, ça devrait marcher pour maximiser la prise de muscle. Par contre, dans la pratique, moi je te conseille de plutôt rester dans la fourchette des 6 à 20 répétitions par série, parce que comme on l'a vu, si tu fais moins de 6 répétitions par série avec des charges vraiment lourdes, le problème c'est que ça va prendre beaucoup de temps, parce qu'il te faudra plus de séries pour avoir assez de volume et les temps de repos seront plus longs. Et à l'inverse, j'aime pas trop aller au-dessus des 20 répétitions, parce que réussir à garder une bonne exécution et la tension dans les muscles que tu veux vraiment travailler, ce sera pas évident quand tu fais beaucoup de répétitions. Ce sera possible, mais en moyenne, la plupart des pratiquants, surtout débutants intermédiaires, ils ont beaucoup de mal à le faire et ce sera plus facile si tu restes dans cette fourchette des 6 à 20 répétitions et que tu n'en fais pas tellement plus.
Après, la deuxième petite nuance, c'est que dans la pratique, ce sera intéressant de ne pas aller complètement jusqu'à l'échec musculaire. En fait, même ce qu'on va faire, c'est on va toujours essayer de garder un petit peu de répétition de marge, des répétitions en réserve avant d'atteindre cet échec. Parce qu'il se trouve que s'arrêter un peu avant cet échec musculaire, ça va pas nous empêcher de maximiser notre prise de muscle, mais que par contre, ça va largement réduire l'impact sur notre récupération. Parce que, en fait, aller à l'échec musculaire, ce sera très fatigant, que ce soit d'un point de vue nerveux, mais aussi d'un point de vue physiologique. Et ça a été mis récemment en avant en 2021 par Vira, dans une étude dans laquelle il faisait le tour de la littérature sur l'impact de l'entraînement à l'échec ou non sur la récupération, et qui mettait en avant que travailler à l'échec, ça entraînait beaucoup plus de fatigue, que ce soit d'un point de vue nerveux ou d'un point de vue local en termes de micro-blessures, et que ça avait tendance à réduire les performances dans le temps. Donc pour ces raisons, les auteurs conseillaient de faire attention et en général de s'arrêter avant cet échec musculaire. Alors du coup, la question que tu te poses probablement, c'est est-ce que c'est vraiment aussi efficace de ne pas aller jusqu'à l'échec? Et si jamais on s'arrête avant l'échec, combien de répétitions en réserve, combien de répétitions de marge il faut que tu gardes pour que ce soit vraiment efficace pour vraiment maximiser ta prise de muscle? Et il se trouve qu'il y a pas mal d'études sur le sujet, et notamment une que je trouve très intéressante de 2020 de Santaniello et de ses collègues qui ont regardé chez les pratiquants expérimentés quel était l'impact d'un entraînement des jambes, soit en allant à l'échec musculaire, soit en s'arrêtant juste avant. Et pour faire ça, ils ont pris 14 hommes expérimentés en musculation qui travaillaient une jambe en unilatéral en allant jusqu'à l'échec avec une charge qui correspondait à 75% de leur maximum, donc une charge avec laquelle ils faisaient à peu près 12 répétitions en moyenne. Et sur l'autre jambe, ils faisaient exactement la même chose, mais en s'arrêtant juste avant l'échec musculaire. Donc dans la pratique, en moyenne, ils s'arrêtaient 1 à 2 répétitions avant cet échec. Et au bout de 10 semaines, ce qui s'est passé, c'est que la prise de muscle a été similaire dans les deux cas. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une légère tendance à plus de masse dans la jambe qui n'était pas allée jusqu'à l'échec musculaire, alors que pourtant, cette jambe, elle avait fait moins de volume, elle avait soulevé moins de charge, au total, environ 11% de charge en moins par rapport à la jambe qui était allée à l'échec. Et il y a même d'autres études qui semblent montrer que c'est possible d'avoir ces mêmes effets en prenant encore plus de marge, en particulier quand la charge elle est assez élevée. Avec notamment une autre étude de Lasvicius de 2022 cette fois, qui a comparé l'hypertrophie dans 4 groupes différents. Un groupe qui utilisait une charge correspondant à 30% de leur maximum en allant à l'échec, donc en faisant environ 35 répétitions. Un groupe qui utilisait cette même charge mais en s'arrêtant un peu avant l'échec, donc en faisant seulement 19 répétitions. Un troisième groupe qui utilisait une charge qui correspondait à 80% de leur maximum en allant à l'échec, en faisant 12 répétitions en moyenne. Et un quatrième groupe qui utilisait cette même charge mais en s'arrêtant avant l'échec, en faisant seulement 7 répétitions. Et ce qui s'est passé à l'issue de 2 mois d'entraînement, c'est que non seulement on avait les 2 groupes qui étaient allés à l'échec, que ce soit sur les charges légères ou les charges lourdes, qui avaient encore une fois la même prise de muscle, mais aussi le groupe qui avait utilisé 80% du RM sans aller à l'échec, en faisant seulement 7 répétitions au lieu de 12, qui avait eu une prise de muscle similaire. Donc dans ce cas, ce groupe il avait 5 répétitions de marge avant l'échec musculaire, et pour cette charge de 80% du RM, il semble que ce soit suffisant pour réussir à maximiser la prise de muscle. Donc c'est possible d'être assez loin de cet échec, tant qu'on n'est pas complètement dans les choux, on arrivera quand même à construire du muscle. Donc en résumé, la science montre que tu pourras maximiser ta prise de muscle si tu fais des séries de 3 à 35 répétitions en finissant suffisamment proche de l'échec musculaire, en ayant entre 1 et 5 répétitions de réserve, de marge, avant d'arriver à cet échec. Et moi, dans la pratique, du coup, ce que je te conseille de faire, c'est d'être plus en moyenne autour des 6 à 20 répétitions par série et d'avoir 1 à 4 répétitions de marge avant l'échec musculaire sur les différentes séries de tes exercices. Donc la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que du coup tu peux choisir n'importe quel nombre de séries entre 6 et 20 et ensuite il suffit juste d'ajuster ta charge pour être assez proche de l'échec? Dans la pratique, tu pourras presque faire ça, mais en fonction de ton niveau d'entraînement, il y aura certains nombres de répétitions et certains types de charges qu'il faudra favoriser pour construire du muscle. Et en fait, il va y avoir 2 gros facteurs qui vont permettre de déterminer ça. Il va y avoir d'abord la capacité à avoir une bonne qualité d'exécution. Il y a certaines charges qui te permettront de faire plus ou moins ça. Et ce sera particulièrement important si tu es quelqu'un qui est débutant, intermédiaire, qui a que quelques mois de pratique derrière toi. Et ensuite, le deuxième point, ce sera le fait de développer de la force et de l'endurance, ce qui sera plus important sur le long terme pour construire du muscle quand tu es quelqu'un qui a plusieurs mois, plusieurs années de musculation derrière toi. Ce sera quelque chose dont il faudra tenir compte.
Donc tout d'abord, le premier facteur essentiel pour choisir tes charges dans cette fourchette des 6 à 20 répétitions, ce sera la qualité d'exécution, en particulier si tu es quelqu'un de débutant. Et en fait, la qualité d'exécution, ce sera tout simplement ta capacité à réaliser correctement tes différents exercices, ce qui va permettre en fait de maintenir l'attention sur les muscles que tu veux cibler pendant toute la durée de ton geste. Donc l'exemple typique, ça va être le développé couché. Si tu le fais bien proprement, tu vas garder le gros de l'attention sur tes pectoraux et tes épaules et tes triceps ne vont pas trop intervenir. Même si tu ne fais pas attention à ta technique d'exécution, que tu le fais trop vite par exemple, pas avec une bonne amplitude, et tu auras plus tendance à recruter tes épaules, tes triceps en moyenne et tu vas moins bien étirer, moins bien contracter tes pectoraux. Donc au final, tu vas moins bien les stimuler, quelle que soit la charge que tu utilises. Donc en musculation, ce sera essentiel d'assurer toujours une qualité d'exécution suffisante et dans le cas d'un débutant, ce sera même le principal facteur qui va conditionner ta progression à l'échelle des premières semaines et des premiers mois. Parce que les premières fois où tu vas faire un exercice, ça va être le moment où ton système nerveux va apprendre à faire ce geste et du coup c'est vraiment important que tu le fasses correctement pour être ensuite capable naturellement de le faire sans avoir à y réfléchir et en gardant l'attention aux bons endroits. Et du coup ce qu'il faudra faire c'est aussi limiter la charge de travail parce qu'en général plus on met lourd et plus on a tendance à tricher, plus on a tendance à faire rentrer en jeu les muscles secondaires qui sont censés juste assister les muscles que l'on veut cibler. Et ça a été mis en avant dans une étude de 2017 de Kroll sur le développé couché qui a montré que quand on augmentait la charge de 70% à 100% du RM, du maximum, on avait tendance à avoir de plus en plus d'activation des épaules et des triceps alors qu'on n'avait pas forcément beaucoup plus d'activation des pectoraux. Et que d'ailleurs, quand on se rapprochait du maximum sur cet exercice de développé couché, pour le coup, ça devenait les épaules et les triceps qui faisaient le plus de travail par rapport à ses pectoraux. Donc typiquement, si tu es un pratiquant débutant ou débutant intermédiaire qui fait un nouvel exercice pour la première fois, tu as intérêt à ne pas faire trop peu de répétitions trop lourdes. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de viser 12 répétitions en moyenne si tu es quelqu'un de débutant. Parce que faire plus de répétitions, ça peut être aussi contre-productif dans le sens où il y a beaucoup de pratiquants qui vont avoir du mal à bien se concentrer sur leurs gestes quand les séries commencent à être trop longues. Et ce facteur de la qualité d'exécution, il sera aussi valide sur des personnes plus expérimentées, même vu que en général, si tu as déjà pas mal d'expérience, quand tu vas faire un nouvel exercice, il y a fort à parier que tu auras fait des gestes similaires, ce sera plus facile de les maîtriser, même avec des charges plus lourdes, mais même dans ce cas, j'essaierai de ne pas être trop en dessous des 10 répétitions quand j'essaye de maîtriser un nouvel exercice. Même personnellement, je suis plus autour des 12 à 15 répétitions, quand je me lance dans un exercice sur lequel je ne suis pas trop familier ou quand je reprends un exercice que je n'ai pas fait depuis un bout de temps. Par contre, dans ce cas du pratiquant expérimenté, ce qui sera plus important pour choisir la charge, ce sera le fait de développer plus ou moins de force ou plus ou moins d'endurance musculaire. Parce que si on a vu qu'a priori, utiliser des charges lourdes pour peu de répétitions ou des charges légères pour plus de répétitions, ça permettait la même prise de muscle à court et moyen terme tant qu'on allait jusqu'à de l'échec musculaire et qu'on avait assez de volume. Par contre, ça va avoir des impacts différents sur la force et l'endurance musculaire, comme on l'a déjà un peu vu. Et si le développement de cette force et de cette endurance musculaire, elle va pas être très important pour un débutant ou intermédiaire qui a que quelques mois de pratique de la musculation, ce sera assez différent pour quelqu'un qui a plusieurs années de muscu derrière lui. Parce qu'il se trouve que sur le long terme, pour continuer à créer une surcharge progressive, à rendre les séances de plus en plus intenses, pour forcer le corps à continuer de construire du muscle, ce sera important de construire assez de force. Parce que sinon, on n'arrivera pas à continuer d'augmenter notre charge. Et à l'inverse, ce sera aussi important de construire assez d'endurance musculaire. Parce que le fait d'être capable de faire plus de répétitions avec une même charge, ça va aussi nous aider à augmenter notre volume d'entraînement. Or, il se trouve que plus on progresse et plus on a besoin d'avoir un grand volume d'entraînement pour continuer à progresser. Et si dans un premier temps, ce sera tout à fait possible de construire pas mal de force et pas mal d'endurance musculaire juste en utilisant un format hybride, comme le fait de faire 12 répétitions à l'échec musculaire, sur le long terme, ce sera plus suffisant parce qu'une fois que le corps aura commencé à s'habituer à ces formats, ce sera de moins en moins évident de progresser comme ça. Et du coup, ce qu'il faudra faire, ce sera évoluer vers des formats soit plus lourds, 6 à 8 répétitions, soit des formats plus endurants, plus légers pour plus de répétitions, autour de 15, 20, voire 25 répétitions en fonction des groupes musculaires sur lesquels tu veux mettre l'accent. Et là, il y a plusieurs façons de faire ça. Pour un muscle donné, on pourra soit avoir des phases où on se concentre sur la force,
puis petit à petit de plus en plus sur l'endurance, ou inversement, aller de l'endurance vers la force. Soit ce qu'on peut faire, c'est au fil de la semaine, avoir des séances où on met plus l'accent sur des formats force, autour de 6-8 répétitions, et après, plus tard dans la semaine, retravailler ce même muscle avec des formats plus endurants, autour de 15-20 répétitions. Et ces deux approches, elles sont complètement viables, et on va les voir plus en détail quand on va parler de la façon de créer une surcharge progressive et de cycler ces charges quand on est plus avancé. Mais par exemple, personnellement, j'aime beaucoup ce format qui consiste à varier sur un même muscle des formats plutôt lourds, proches de la force, et des formats plus endurants. Et c'est quelque chose que je fais typiquement sur les jambes. Par exemple, pour 2 séances jambes, ce que j'aime bien faire, c'est avoir une première séance jambes sur laquelle je vais travailler les quadriceps en lourd et les ischios plutôt en léger. Et ensuite, une deuxième séance jambes où je vais faire l'inverse. Ça veut dire travailler cette fois plutôt les ischios en lourd et les quadriceps plutôt en léger. Donc par exemple, sur ma première séance jambes, quadri lourd, ischio léger, ce que je vais faire, c'est 4 séries de squats pour 6 répétitions. Ensuite, je vais passer aux leg extensions où je ferai peut-être 8 à 10 répétitions sur ce leg extension. J'aime bien faire un peu plus de répétitions sur les exercices un peu plus ciblés. Je trouve que ça me donne un peu plus de sensations. Et ensuite, je vais terminer avec 4 séries de leg curl en faisant 15 à 20 répétitions. En général, du leg curl couché sur cette séance. Et ensuite, sur la deuxième séance, je vais commencer cette fois par du leg curl assis où je vais faire 8 à 10 répétitions, donc plutôt un format lourd. Mais encore une fois, j'aime bien faire au moins 8 répétitions, surtout en début de séance. Je trouve que c'est plus facile de bien isoler ses ischios. Ensuite, je vais enchaîner sur du soulevé de terre jambes tendues où je ferai 4 séries de 6 répétitions. Et enfin, je terminerai avec un exercice léger pour les quadriceps où je ferai peut-être 3 à 4 séries de presse à cuisse pour 15 à 20 répétitions. Donc de cette manière, j'aurai eu des formats plutôt force et des formats plutôt endurants, à la fois sur mes quadriceps et sur mes ischios. Donc c'est une très bonne façon d'opérer quand tu es quelqu'un de plus avancé, que tu as déjà plusieurs années de pratique derrière toi. Après, il y aura aussi 2 petites subtilités en plus qui te permettront d'ajuster ce nombre de répétitions quand tu es quelqu'un qui a déjà pas mal de mois, voire d'années de musculation derrière toi. Et la première chose, ce sera le fait d'adapter cette charge et ce nombre de répétitions au type de l'exercice que tu fais. Par exemple, en général, on aura plutôt tendance à utiliser des charges lourdes pour peu de répétitions sur les gros exercices polyarticulaires qui ont tendance à solliciter beaucoup de muscles, alors qu'à l'inverse, sur les exercices plus isolés, on aura tendance à faire un peu plus de répétitions, un peu plus légères. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les exercices d'isolation, souvent, si tu mets très lourd, il y a un peu plus de risque de se blesser. Par exemple, sur un curl à la barre, si tu mets trop lourd, ce qui va se passer, c'est que tu as non seulement un risque de tendinite au niveau de tes coudes et même du poignet, mais en plus, tu auras de plus en plus tendance à te balancer, à faire rentrer en jeu plus tes avant-bras, ton avant d'épaule et même tes lombaires. Donc, ce ne sera pas quelque chose de productif. Et à l'inverse, sur les exercices sur lesquels on met lourd, on n'aura pas forcément intérêt à faire beaucoup de répétitions parce que souvent ce sera assez dur de garder une bonne technique d'exécution et là encore le risque de blessure il peut devenir assez élevé. Donc par exemple, j'aime pas trop les séries longues sur tout ce qui est soulevé de terre parce que le soulevé de terre ce sera vraiment important de toujours bien maintenir ta posture, notamment au niveau du dos. Et quand tu fais beaucoup de répétitions, ce ne sera pas évident d'assurer ça au bout de 12-15 répétitions. Donc en général, j'aime bien rester dans les 6 à 10 répétitions sur ces gros exercices-là. Et enfin, la dernière subtilité, ce sera aussi le fait d'adapter ce nombre de répétitions aux muscles que l'on va cibler. Parce que naturellement, il y a certains muscles qui auront tendance à répondre un petit peu mieux à des charges plus lourdes pour moins de répétitions, ou à l'inverse à des charges plus légères pour plus de répétitions, ou encore il y a des muscles qui vont très bien répondre à un large éventail de répétitions, aussi bien peu de charges lourdes qu'un grand nombre de charges légères. Donc par exemple quelque chose comme les pectoraux et les triceps, en général ils répondront assez bien à un petit nombre de répétitions plutôt lourdes. Personnellement j'aime bien les travailler avec des séries de 6 à 12 répétitions en moyenne et pas trop souvent au-delà de 15 répétitions. À l'extrême inverse, quelque chose comme le solaire qui est un muscle des mollets, il va très bien répondre à un grand nombre de répétitions plutôt légères. Donc là pour le coup j'aime bien être à plus de 15 répétitions, voire aller jusqu'à 30-35 répétitions, alors que l'autre partie des mollets, les gastrocnémiens, ils vont aussi bien répondre à des séries lourdes que des séries légères. Donc là, je les travaillerai aussi bien avec des séries de 8 répétitions que des séries de 30 répétitions.
Après, pour tout ce qui est biceps, j'aime bien être du côté plutôt lourd, mais pas trop, parce que je trouve que c'est assez facile d'avoir des tendinites au coude quand je charge trop. Donc là-dessus, je vais être entre 8 et 15 répétitions, parfois aller jusqu'à 20, mais c'est assez rare. Pour le reste du bas du corps, tout ce qui est quadriceps, ischio ou fessier, j'aime bien utiliser autant des charges lourdes que des charges légères. Donc de 6 à 20, voire 25 répétitions sur ces muscles-là. Après, ce sera à peu près la même chose pour les dorsaux. J'aime bien utiliser les mêmes formats, à la fois lourds et légers, donc de 6 à 20 répétitions. Pour les épaules, j'aime bien utiliser des formats plus endurants, donc plus de répétitions plus légères, entre 12 et 20 répétitions. Et enfin, pour les abdos, même si c'est des muscles qui répondent assez bien à la fois à des charges assez lourdes et des charges plutôt légères, j'aime bien rester dans quelque chose d'assez intermédiaire, autour de 8 à 15 répétitions, parce que je trouve que la qualité d'exécution, elle est particulièrement importante sur ces exercices-là, et le fait de ne pas mettre trop lourd, ni de faire trop de répétitions, ça me permet de plus facilement me concentrer sur la qualité de la contraction de ces abdos, et c'est ce qui me donne le plus de résultats. Donc c'est comme ça que je procède personnellement sur mes différents muscles. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend toutes ces fourchettes de répétition pour ces différents muscles. Et comme d'habitude, ce PDF il sera accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si tu as envie de recevoir mes mails et que tu as envie de recevoir ça, n'hésite pas à t'abonner maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui s'affichera à la toute fin de ce guide. Donc en résumé, les pratiquants débutants ou qui ont juste que quelques mois de pratique, ils auront intérêt à utiliser une charge qui leur permet de faire 12 répétitions en finissant avec assez de marge avant l'échec musculaire, peut-être 3 à 5 répétitions de marge en réserve avant d'arriver à cet échec, pour être sûr de bien faire le geste, de bien l'apprendre, puisque de toute façon, quand on est débutant, on n'a pas besoin d'être très proche de l'échec musculaire pour réussir à construire du muscle efficacement, alors que les pratiquants plus avancés qui ont au moins 1 an de pratique, voire plusieurs années, ils auront intérêt à avoir à la fois des formats un peu plus du côté force, autour de 6 à 10 répétitions proches de l'échec, et de temps en temps plus des formats de côté endurant, donc autour de ces 15-20 répétitions vers l'échec musculaire, en faisant soit des phases où ils passent d'un format vers l'autre, donc soit plusieurs semaines autour de 6-8 répétitions, puis 10-12, puis ensuite 15-20 les semaines qui suivent, soit en mixant les deux au sein de la même semaine, comme ce que j'aime bien faire, avec une première séance qui est plus du côté lourd de ces 6 à 10 répétitions, et une deuxième séance où ils vont retravailler cet exercice ou ce groupe musculaire, avec cette fois peut-être plus autour de 12, 15, voire 20 répétitions. Et une fois qu'on a choisi cette fourchette de répétition et cette distance à l'échec musculaire, la question qui se pose, c'est comment dans la pratique réussir à déterminer la charge qui permettra de faire ça. Donc par exemple, si j'ai choisi de faire 12 répétitions, comment faire pour trouver la charge qui me permettra de finir avec 3 à 4 répétitions de marge avec ces 12 répétitions sur 3 à 4 séries. Et en fait, pour faire ça, il y a un procédé qui est très simple, qui va fonctionner aussi bien pour les débutants que pour les pratiquants avancés. Et c'est une méthode qui va très bien marcher quand tu utilises le même nombre de répétitions et la même charge sur toutes tes séries, qui est d'ailleurs quelque chose que je te conseille de faire si tu es débutant ou intermédiaire, et qui marchera même très bien si tu es quelqu'un de plus avancé. Et en fait, cette méthode, elle consiste tout simplement à utiliser une charge beaucoup trop légère sur ta première série. Ça veut dire une charge avec laquelle tu es sûr de pouvoir faire toutes les répétitions que tu t'es fixées. Et une fois que tu as fait toutes ces répétitions, en fonction de tes sensations, tu vas venir augmenter cette charge sur la série suivante, mais en faisant en sorte d'être sûr d'avoir toujours un petit peu de marge. Et c'est seulement sur la 3e série où là, pour le coup, tu vas essayer de te rapprocher de l'échec musculaire, mais toujours en t'assurant d'avoir une bonne exécution de ton exercice. Et si jamais sur ta dernière série, tu te rends compte que tu as encore pas mal de marge, ce que tu peux faire, c'est au lieu de t'arrêter au nombre de répétitions que tu visais, c'est aller jusqu'à l'échec musculaire en faisant un maximum de répétitions. Comme ça te permettra de voir à quel point tu étais loin de la charge que tu es censé utiliser. Et de cette manière, au bout de quelques séances, tu devrais déjà avoir un bon sens de la charge qui te permettra de finir assez proche de l'échec musculaire pour ce nombre de répétitions. Et si jamais tu es un pratiquant complètement débutant, c'est pas toujours évident de savoir à quel moment tu arrives vraiment à l'échec musculaire. Et de façon générale, ce que je te conseille de faire, c'est d'être plutôt du côté t'arrêter trop tôt que trop tard. Donc dès que tu sens que tu commences à avoir du mal à bien garder ta posture, que tu as tendance à sentir un peu plus les muscles secondaires que les muscles que tu es censé travailler, je te conseille de t'arrêter. C'est fort probable que tu aies déjà franchi cet échec musculaire.
Et ce que je te conseille aussi de faire pour trouver facilement cette bonne charge sur tous tes exercices, c'est utiliser un carnet d'entraînement. Donc concrètement, c'est tout simplement de noter les exercices que tu as réalisés, les charges que tu as utilisées et le nombre de répétitions que tu as fait avec ces charges sur tes différentes séries, que ce soit sous la forme d'un fichier dans ton portable ou sous la forme de quelque chose d'écrit. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de voir de séance en séance exactement quelle charge te permet de finir à la bonne proximité de cet échec musculaire sur tes différents exercices. Et aussi, ce qui est important, c'est de ne pas comparer ses poids à ceux des autres pratiquants. Déjà parce qu'en fonction de ta génétique et de la génétique des autres, c'est possible que tu sois capable de mettre beaucoup plus lourd ou beaucoup plus léger, même que quelqu'un qui te ressemble d'un point de vue physique. Et aussi, ce qui est vrai, c'est que la plupart des pratiquants, ils ont aussi tendance à mettre trop lourd et avoir une exécution qui ne permet pas vraiment de bien stimuler la prise de muscle. D'ailleurs, je pense que sur beaucoup d'exercices, ce que la plupart des personnes pensent être une charge adaptée pour un pratiquant débutant ou intermédiaire, c'est souvent très surévalué. Par exemple, c'est le cas sur tout ce qui est exercice de curl. La plupart des personnes ont tendance à mettre beaucoup trop lourd, en particulier sur ce qui est curl à l'haltère. Par exemple, un pratiquant pas très avancé qui met plus de 10 kg sur un curl à l'haltère, en général, il va mal le faire. Et enfin, le dernier point important concernant cette charge dans la pratique, c'est de ne pas forcément trop te prendre la tête sur tout ce qui est sensation. Surtout quand tu es un pratiquant débutant. Parce qu'au début, sur beaucoup d'exercices, même si tu fais les choses correctement, avec une bonne exécution et avec la bonne distance à l'échec musculaire, tu n'auras pas forcément énormément de sensations dans les muscles que tu essayes de cibler. Donc c'est tout à fait normal quand tu fais ton squat de pas forcément trop bien sentir l'ensemble de tes jambes, ou quand tu fais ton développé couché de pas trop sentir tes pectoraux. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu sens très bien l'exercice qui va très bien marcher. Donc par exemple, le fait de faire des petites amplitudes aux abdos ou sur les exercices biceps, ça va te donner une très grosse brûlure, mais ça va pas du tout aider pour la prise de muscle. Ou à l'inverse, quand tu utilises des charges beaucoup trop lourdes et que tu fais mal à un exercice, ça va aussi te donner beaucoup de courbatures, mais ça veut pas dire que ça va te donner beaucoup de muscles. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur le fait que les courbatures et la prise de muscle, il n'y avait pas vraiment de corrélation. Donc de façon générale, je te conseille de vraiment pas trop te soucier de tes sensations, de juste te concentrer sur le fait d'avoir une bonne qualité d'exécution, d'essayer d'avoir ces charges qui te permettent de finir assez proche de l'échec musculaire. Et en faisant ça avec discipline au fil du temps, tu vas réussir à prendre du muscle. Par contre, même une fois que tu auras calibré cette charge, tu ne pourras pas progresser dans le temps en utilisant tout le temps cette même charge pour le même nombre de répétitions. Parce que pour construire du muscle efficacement, il faut que tu pousses ton corps à s'adapter. Et si tu fais toujours le même nombre de répétitions avec la même charge, au bout d'un moment, ton corps il va s'habituer à ces formats et il n'aura plus vraiment de raison de construire du muscle supplémentaire. Donc c'est pour ça que ce qu'il va falloir faire sur le moyen et sur le long terme, c'est créer une surcharge progressive. Ça veut dire augmenter progressivement ton intensité au fil des semaines pour forcer ton corps à toujours s'adapter un petit peu plus et donc à construire toujours un petit peu plus de muscles. Et si c'est une surcharge progressive, c'est parce qu'il va falloir le faire progressivement, parce que si tu le fais trop brutalement, ton corps il va pas réussir à s'adapter et ce sera contre-productif. Donc maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment faire ça, comment créer cette surcharge progressive, que tu sois un pratiquant débutant, intermédiaire ou avancé. Alors concrètement, comment on va mettre ça en place ? Eh bien, la première chose très simple qu'on va pouvoir faire, qui va très bien marcher pour la plupart des débutants à intermédiaires, c'est tout simplement d'augmenter légèrement la charge de semaine en semaine à chaque fois qu'on arrive à faire toutes nos répétitions de toutes nos séries avec une charge donnée. Même ce que je conseille de faire, c'est tout simplement de rajouter le minimum de charge possible sur un exercice une fois qu'on a fait toutes nos séries sur cet exercice. Donc par exemple, si tu fais du squat à 60 kg pour 4 séries de 12 répétitions, une fois que tu as réussi à faire toutes ces séries, toutes ces répétitions correctement, ce que tu vas faire la fois suivante, c'est ajouter le minimum de poids en plus. Donc sur une barre olympique, on va rajouter 1,25 kg de chaque côté de la barre, donc 2,5 kg. Et avec ce nouveau poids, c'est 62,5 kg, tu vas essayer de refaire toutes tes séries, toutes tes répétitions. Donc réussir à faire 4 séries de 12 répétitions. Et si tu arrives à les faire, ce que tu feras la fois suivante, c'est encore une fois rajouter le minimum de poids possible, donc 2,5 kg en plus. Donc tu arriverais à 65 kg si tu avais tout bien fait avant. Et comme ça, tu vas essayer à nouveau de viser ces 4 séries de 12 répétitions.
Même si jamais tu te rends compte, après avoir augmenté la charge, que tu n'arrives pas à faire toutes tes répétitions, ce que tu vas faire, c'est tout simplement garder cette même charge jusqu'à ce que tu arrives à faire les répétitions manquantes. Donc imaginons après être passé à 62,5 kg, tu arrives bien à tout faire, donc toutes tes séries, tes 4 séries à 12 répétitions, et bah, la fois suivante, tu vas passer à 65 kg, mais peut-être que cette fois, tu arriveras juste à faire 12 répétitions sur la première, 12 répétitions sur la deuxième et la troisième, mais sur la dernière, tu fais peut-être que 10 répétitions. Et ben, la fois suivante, tu vas garder cette même charge de 65 kg et essayer de rajouter des répétitions sur cette dernière série. Donc peut-être que la fois suivante, tu feras 12 répétitions sur tes 3 premières séries et cette fois 11 répétitions sur la quatrième et que c'est seulement la fois d'après que tu arriveras à faire 12 répétitions sur tes 4 séries. Auquel cas, tu pourras à nouveau augmenter la charge, donc passer à 67,5 kg et essayer encore une fois de faire tes 4 séries à 12 répétitions. Et cette méthode, elle va particulièrement bien marcher sur les gros exercices où quand on ajoute le minimum de poids possible, ça représente un petit pourcentage de la charge. Du coup, on aura une surcharge qui est vraiment progressive et qui sera du coup propice à l'augmentation de la force et de la prise de muscle dans le temps. Mais parfois, ce qui peut arriver sur certains exercices, c'est que le minimum de charge en plus, ça va représenter un trop gros pourcentage de la charge pour garder le même nombre de répétitions. Par exemple, sur un exercice comme des élévations latérales, ce sera souvent très difficile d'augmenter la charge sans baisser les répétitions de semaine en semaine. Parce qu'un pratiquant qui est capable de faire 15 répétitions avec des haltères de 6 kg, si l'haltère supérieur c'est un haltère de 8 kg, il y a fort à parier qu'il sera très loin, après avoir fait ces 3 séries de 15 répétitions à 6 kg, il sera loin de faire 3 séries de 15 répétitions à 8 kg. Parce que passer de 6 à 8 kg, c'est rajouter 33%, un tiers de la charge en plus, et ce sera une trop grosse progression à l'échelle d'une semaine. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est en même temps qu'on monte la charge, on va aussi diminuer le nombre de répétitions qui vont être visées. Donc par exemple, une fois qu'il aura fait ses 3 séries de 15 à 6 kg, la fois suivante, il va essayer de faire 3 séries de 12 à 8 kg. Mais une fois qu'il aura atteint ces 3 séries de 12, il va ensuite viser 3 séries de 13, puis la semaine suivante, 3 séries de 14, et ainsi de suite, jusqu'à ce que progressivement, il arrive à ces 3 séries de 15 répétitions avec ses 8 kg. Et là, il pourra à nouveau augmenter sa charge, donc peut-être passer à 10 kg en rediminuant son nombre de répétitions. Donc viser 3 séries de 12 à 10 kg, puis 3 séries de 13, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à ces 3 séries de 15 à 10 kg. Donc dans ce cas particulier où la charge en plus représente un gros pourcentage de la charge totale, on n'hésitera pas à baisser le nombre de répétitions en même temps qu'on augmente la charge. Et très simplement, en suivant juste cette méthode sur nos différents exercices, on va réussir à créer une surcharge progressive de façon efficace à l'échelle de quelques mois. Par contre, ce qui va arriver au bout d'un moment, c'est que cette progression assez linéaire, elle va plus suffire pour continuer à pousser le corps à s'adapter. Il va commencer à trop s'habituer à cette petite variation. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ça va devenir très dur de continuer de rajouter soit de la charge, soit des répétitions. Et là, une erreur très classique que j'observe chez plein de pratiquants, c'est que quand ils vont voir qu'ils n'arrivent plus vraiment à augmenter leur charge, ils vont quand même se forcer à mettre plus lourd, ils vont juste moins bien faire l'exercice, et petit à petit, l'exercice va être de moins en moins efficace, parce qu'ils vont juste pas faire porter l'attention sur les bons muscles. Donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille. Quand tu vois que tu n'arrives plus à augmenter la charge, il ne faut pas forcer les choses, il faut juste changer d'approche. Et du coup, on va arriver à la deuxième méthode un peu plus avancée pour créer cette surcharge progressive. Ça va être tout simplement de venir baisser volontairement notre nombre de répétitions dès qu'on commence à avoir du mal à continuer à augmenter notre charge. Donc un petit peu comme ce qu'on avait fait dans le cas des exercices légers sur les élévations latérales, ce qu'on va faire quand on n'arrive plus à augmenter notre charge et atteindre le bon nombre de répétitions, on va tout simplement baisser le nombre de répétitions qu'on va viser. Donc par exemple, si on stagne à 4 séries de 12 répétitions avec un poids donné, ce qu'on va faire, c'est on va passer à 4 séries de 10 répétitions avec un poids plus lourd. Et ensuite, sur ces 10 répétitions, on va à nouveau essayer de créer une surcharge progressive sur la charge en réutilisant la méthode de tout à l'heure. Donc de semaine en semaine, on va essayer de rajouter le minimum de charge possible. S'il manque quelques répétitions, on va garder cette même charge jusqu'à re-arriver à ces 10 répétitions. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve à nouveau à un moment où on est en train de stagner sur ces 10 répétitions. Et là, ce qu'on va faire, c'est encore baisser notre nombre de répétitions pour pouvoir à nouveau recréer de la marge qui nous permettra de remettre plus lourd. Donc après avoir progressé sur des formats de 10 répétitions par série, on va progresser sur des formats de
8 répétitions par série. Et en fait, ce qu'on fait de cette façon, c'est petit à petit changer la nature de notre stimulus. On passe d'un format qui était un peu plus endurant vers un format qui est un petit peu plus vers de la force. Et au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est revenir à notre nombre de répétitions initiales. Donc par exemple, après avoir fait ces 8 répétitions et commencer à stagner, on va revenir à 12 répétitions, mais en mettant plus lourd que ce qu'on avait fait auparavant grâce à la force qu'on aura appris sur ces formats avec moins de répétitions. Et ensuite, on va pouvoir repartir sur un cycle et ainsi de suite. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle un schéma de périodisation. Il y aura plein de façons de faire ça. On pourra décider d'aller plus ou moins loin du côté endurant ou plus ou moins loin du côté force. Par exemple, dans le cas qu'on vient de voir, on restait dans un côté assez intermédiaire, autour de 12 à 8 répétitions, mais on pourrait faire un cycle qui est plus large, donc qui va par exemple de 20 à 6 répétitions. Donc commencer avec 20 répétitions relativement légères, puis une fois qu'on stagne, passer à 15 répétitions un petit peu plus lourdes, aller jusqu'à 6 répétitions avant de repartir à 20 répétitions. Et ça, par exemple, ça peut très bien marcher sur quelque chose comme le bas du corps, les quadriceps ischiaux, qui répondent très bien à un large éventail de charges et de nombre de répétitions. Ou à l'inverse, on peut décider d'être uniquement du côté plutôt force, donc faire un cycle par exemple autour de 8, 6 et 5 répétitions et tourner sur ces formats. Ou à l'inverse, si on veut surtout développer de l'endurance musculaire, rester dans le format 25, 20, 15 répétitions et cycler entre ces grandeurs-là. Et tous ces formats, ils seront viables, mais ce qui va faire qu'on va partir pour l'un ou pour l'autre, ça va être le niveau du pratiquant et ensuite l'objectif visé par le pratiquant en question. Et le système le plus facile à mettre en place, ce sera ce qu'on appelle une périodisation linéaire. C'est-à-dire pour un même exercice, d'utiliser le même nombre de répétitions sur toutes les séances de la semaine. Donc par exemple, si on fait du squat 2 fois dans la semaine, on va faire à chaque fois 12 répétitions sur toutes les séances de cette semaine. Et quand on commence à stagner sur une des 2 séances, on va passer ensuite à 10 répétitions sur toutes les séances de la semaine, puis 8 répétitions, 6 répétitions, et ainsi de suite. Donc cette approche, elle permet de créer une surcharge en gardant les choses relativement simples, en faisant la même chose sur toutes les séances pour un même exercice, voire même ce que font la plupart des débutants, c'est de faire la même chose sur tous les exercices d'un même muscle, ou même tout court sur tous leurs exercices. Mais ensuite, les pratiquants plus avancés, ce qu'ils pourront faire, c'est passer sur un format de périodisation qu'on appelle ondulatoire. Ça veut dire, au lieu d'utiliser le même format sur tous les exercices de la semaine, ce qu'ils vont faire, c'est alterner entre des séances où ils vont utiliser un format plutôt lourd et des séances où ils vont utiliser un format plutôt léger. Et ensuite, ils vont progresser en parallèle de semaine en semaine sur chacun de ces formats. Donc par exemple, pour un pratiquant qui a plusieurs années de pratique, qui entraîne les jambes 2 fois par semaine, il peut faire une séance plutôt lourde en début de semaine et une séance plutôt légère en fin de semaine. Sur la séance plutôt lourde, il peut commencer avec 10 répétitions par série. Sur la séance plutôt légère, il peut faire par exemple 25 répétitions par série. Et ensuite, la semaine suivante, si jamais il stagne sur le côté plutôt lourd, il va passer à 8 répétitions par série, alors que s'il stagne sur le côté plutôt léger, il va passer à 20 répétitions par série en augmentant la charge. Et ensuite, il va continuer comme ça d'augmenter petit à petit la charge sur chacune de ces séances. Et dès qu'il va bloquer sur une de ces séances, il va venir baisser le nombre de répétitions en continuant d'augmenter la charge. Donc sur la séance lourde, il va passer de 10 à 8 à 6 répétitions par exemple, alors que sur la séance légère, il va passer de 25 à 20 à 15 répétitions sur ces séances-là, en essayant d'augmenter à chaque fois la charge. Donc dans les 2 cas, il va augmenter petit à petit la charge en baissant le nombre de répétitions, mais il n'est pas du tout obligé de le faire en même temps. Ça va dépendre de sa progression sur chacun de ses exercices. Puis enfin, quand il va arriver sur le format 6 répétitions lourdes et peut-être seulement 15 ou 12 répétitions légères, il pourra revenir à son format du début, donc 10 répétitions lourdes et peut-être ses 25 répétitions légères. Donc en fait, ce système de périodisation qu'on appelle périodisation ondulatoire, c'est un petit peu comme si on avait 2 périodisations linéaires en parallèle au cours de la semaine. Et je sais que personnellement, c'est le format que j'ai tendance à préférer. Et quand on regarde la science, il semble que ces 2 formats de périodisation linéaire et ondulatoire, ils sont assez équivalents au moins en termes de force, avec par exemple une étude de 2015 de Harris qui a montré que chez de jeunes joueurs de rugby semi-professionnels, que ce soit avec une périodisation ondulatoire ou linéaire, on avait une forte progression au niveau de la force, qui était comparable dans les 2 cas, mais par contre, il n'y a pas énormément de sciences intéressantes en termes de l'impact de cette périodisation sur tout ce qui est
prise de muscle. Parce qu'il se trouve que la plupart des études, elles sont soit faites chez des débutants complets, où la périodisation elle n'est pas très importante, puisque au début, comme on l'a vu, on pourra progresser sans vraiment périodiser ses charges. Et en plus, la plupart des études, elles sont très limitées dans le temps, alors que c'est surtout à l'échelle de plusieurs mois, plusieurs années, qu'on va voir la différence. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'énorme majorité des pratiquants avancés utilisent ces systèmes de périodisation et qu'en soi, en termes de principe et en termes de mécanisme, il semble vraiment important d'avoir cette augmentation de la force et de l'endurance sur long terme. Il se trouve juste qu'on n'a pas encore bien mis en avant ça avec les bonnes études pour l'instant, mais j'imagine qu'à l'échelle de quelques années, ça va changer. Et en plus de ces cycles, il y a une autre petite chose que je te conseille de faire, c'est de prendre une semaine de décharge régulièrement. Concrètement, une semaine de décharge, ou ce qu'on appelle parfois une deload, c'est le fait de prendre une semaine où tu vas t'entraîner avec beaucoup moins d'intensité, c'est-à-dire beaucoup plus loin de l'échec musculaire, et où tu vas avoir beaucoup moins de volume d'entraînement, où tu vas faire moins de séries. Et le fait de faire ça régulièrement, ça va t'aider à récupérer plus facilement, plus complètement, parce qu'on a toujours tendance à accumuler petit à petit de plus en plus de fatigue, même en essayant d'équilibrer nos différentes séances. Et le fait d'avoir de temps en temps ces coupures, ça va te permettre d'avoir une forme de reset qui va aussi t'aider à te resensibiliser à l'entraînement et à repartir plus efficacement derrière. Et de façon générale, pour les pratiquants qui sont déjà un petit peu expérimentés, c'est bien d'avoir une décharge de cette façon toutes les 4 à 6 semaines. Après, c'est pas forcément systématique. Si sur un muscle, tu sens que tu arrives à progresser, tu n'as pas forcément de raison de la faire tout de suite. Mais si tu vois qu'il y a des muscles qui posent problème, tu peux même faire des décharges spécifiques aux muscles en question. Donc sur un seul de tes muscles, décider de baisser l'intensité et ta quantité d'entraînement à l'échelle d'une semaine pour ensuite mieux repartir derrière. Donc en résumé, si tu es un pratiquant complètement débutant, tu peux te contenter de viser 12 répétitions en commençant assez loin de l'échec musculaire et en augmentant petit à petit ta charge de semaine en semaine. Puis quand tu commences à être plus expérimenté et que tu as du mal à continuer à augmenter cette charge, là ce que tu peux faire, c'est commencer à mettre en place un système de périodisation linéaire. Ça veut dire que tu vas essayer d'augmenter cette charge. Quand tu n'y arrives plus, tu vas baisser ton nombre de répétitions sur toutes tes séries de ton exercice, voire de tous tes exercices, et tu vas progresser comme ça de semaine en semaine en continuant d'essayer d'augmenter la charge et en baissant le nombre de répétitions à chaque fois que tu n'es pas capable de le faire. Et éventuellement, quand tu es dans cette phase, toutes les 4 à 6 semaines, tu pourras prendre une semaine de décharge. Puis ensuite, quand tu seras plus avancé, tu pourras passer sur un schéma ondulatoire où tu vas avoir des séances lourdes et des séances légères pour chaque muscle et où tu vas progresser comme ça en essayant d'augmenter la charge sur chacune de ces séances et en baissant le nombre de répétitions à chaque fois que tu es plus capable de progresser sur ta charge pour un format donné. Et là encore, il est conseillé de faire une semaine de décharge toutes les 4 à 6 semaines. Donc il y a pas mal de latitude pour faire ça. C'est possible de progresser avec plein de formats différents. Ce qui est important, c'est de créer intelligemment cette surcharge progressive, d'augmenter petit à petit à la fois ta force et ton endurance musculaire pour avoir comme ça un stimulus qui permet de garder ton corps en état d'adaptation. Et pour t'aider à faire tout ça, je t'ai préparé un petit PDF avec des exemples de programmes avec un full body pour les débutants à intermédiaires et un half body pour les intermédiaires à confirmer. Et comme d'habitude, ce PDF il est accessible à toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'inscrire maintenant en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Aussi, ça te permettra d'accéder à l'autre petit PDF que je t'ai préparé avec mes fourchettes de répétition que je préfère utiliser sur mes différents muscles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore merci pour toutes vos questions qui m'ont permis de faire entre autres cette vidéo, mais aussi les prochaines vidéos qui vont sortir. Je pense que c'est des choses qui vont vous plaire. Et si tu aimerais voir plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à t'abonner maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!